వల్లంగి పిట మెల్లగా రమ్మంట చిన్నారి పాప పొన్నారి పాప తోడిండి పొమ్మంట చిరు చిరు మాటలు పలికే వేళ చిలక దిష్టి బుడి బుడి అడుగులు వేసే వేళ హంస దిష్టి జాబిలమ్మల నవ్వే వేళ వెన్నెల దిష్టి వెన్నెలమ్మల ఎదిగే వేళ దిష్టి చుక్క దిష్టి. Dans cette, déjà, on a dû présenter un peu de quoi il s'agit. Marie Pervenche, performance artistique, dialogue. Donc pour ce départ d'émission, Marie Pervenche, oui. Peut-être que ce serait souhaitable que vous lanciez dans votre biographie. Vous commenciez à parler d'où vous venez, de quel milieu, quelle formation vous avez reçue. D'accord, donc en fait je viens d'un milieu bourgeois, à la campagne, mais mon père est médecin, ma mère est prof de maths, on est 5 enfants, je suis la troisième, un univers assez austère, catholique. Ce qui me semble important, c'est de dire que vous avez été au conservatoire. Je me souviens d'une de vos performances que vous aviez réalisée dans une cave avec des bandelettes. Vous aviez appelé ça, c'était comment C'était la conscience. Et autour de cette conscience, vous expliquiez cette performance, vous la développiez en tournant autour de la poésie de Père Hugo. L'œil était dans la tombe et regardez qu'un. Est-ce que c'est pas quelque chose qui renvoie à un moment de votre adolescence, justement, de l'école dont vous parliez? C'est marrant parce que vous me connaissez bien pour me poser cette question. Je pense que c'est la seule poésie que j'ai apprise du début à la fin de ma vie. Parce que je commençais un petit peu à faire du bazar à partir de la 6e. Moi, j'étais une fille très sage. On m'appelait même, mon grand-frère m'appelait la grande sainte. Donc c'est pour dire que j'étais quand même... il y avait du niveau. Et en fait, à partir de la 6e, j'ai commencé à faire du bazar. À la 5e, une catastrophe. Je suis allée dans les classes 5e, 13. Donc c'est la dernière. Donc là, ils se sont dit, bon, on va faire quelque chose. Donc lycée privé, j'adore. Et il y avait des tenues vestimentaires à respecter, on n'avait pas le droit de mettre des mini-jupes. Et moi j'ai adoré les mini-jupes. Vraiment ça me faisait rêver ça. Je sais pas comment j'ai réussi à avoir les mini-jupes parce que chez moi c'était pas très non plus mini-jupes. Et tous les lundis matins, il y avait Madame Chouviac qui avait je pense qu'elle avait eu un AVC parce qu'elle avait la bouche de travers. Et l'œil aussi comme ça, elle marchait aussi avec une jambe plus courte que l'autre, alors on imagine, elle avait 60 ans. Et en fait, elle était en haut des escaliers et on montait comme ça tous et elle nous regardait. Et quand il y avait quelqu'un qui était mal habillé, elle lui disait toi tu reviendras à 14h. Bref, donc on monte l'escalier et là j'entends Pervenche, parce qu'elle m'appelait Pervenche, comme ma grand-mère d'ailleurs. Pervenche, vous viendrez dans mon bureau à 13h. Là c'est très mauvais, parce qu'en fait c'était la seule aussi qui retournait sa bague. Et elle lui faisait des claques et il y avait toujours la marque sur la joue. Donc on était prêts à se prendre une claque. Bon, je vais faire un peu plus court pour revenir à la poésie. Et elle m'a dit, vous allez apprendre la poésie de Victor Hugo, donc elle fait je ne sais plus combien de pages, et tous les jours à 13h pendant la récréation, vous viendrez me réciter une strophe. Et en fait, j'ai dû mettre 3-4 mois à la savoir en entier. Et la dernière phrase, donc c'est l'œil était dans la tombe et regardez qu'un. Et maintenant, toute ma vie, je me souviens de cette dernière phrase. On peut comprendre à partir de là que vous avez un peu l'allergie des établissements et que vous avez eu peut-être une idée à partir d'un certain moment de changer d'air. Et une sorte d'appel à la liberté qui vous a peut-être poussé après ces années d'établissement à des ailleurs un peu nouveaux et inattendus. C'est vrai que j'étais toujours attirée. Alors les établissements privés, c'est quand même très fermé, difficile de faire le mur, très surveillé. Dès qu'on sèche, évidemment vos parents sont appelés au bout de 2 minutes. Quoi, je veux dire, c'est compliqué. Donc la première fois que je me suis échappée, 2 minutes après, mes parents étaient au courant et je leur ai dit, écoutez, oui, je sèche. Aujourd'hui, je sèche. Et en fait, donc je me suis échappée dans la drogue. C'était un moyen de me libérer, donc je séchais pour aller me droguer. Et après, je suis partie, juste après le bac, en Angleterre, en squat, et c'est vrai que là, c'était une grande liberté. Et le squat, après, alors après le mouvement Grange est un peu plus vaste après que le squat de Londres. à Londres, en fait, quand on arrive à Londres,
c'est pour en général les gens qui étaient en squat, etc. C'était pour vivre l'aventure à Londres, donc squat, acide, rave party underground. On est dans les années 90 pour situer Ouais, un peu. 90, 95. Ouais, 95. Donc voilà, ambiance bien défonce. On avait squatté donc une maison qui était pas mal. On travaillait quand même à la journée pour se faire de l'argent. Et on voulait partir en Inde pour évidemment faire comme tous les junkies, se défoncer un peu plus au Népal et à Katmandou, etc. Donc en fait, on a travaillé et on est parti 3 mois, Delhi, l'Inde et Katmandou ensuite. Donc là, on comprend un peu que c'est une soif une recherche de quelque chose qui vous mène des squats de Londres, à Katmandou. Je sais par des oui-dire que vous avez entrepris de tester un peu toutes les drogues possibles pendant quelques années. Mais au fond, ma question, c'est qu'est-ce que vous recherchez à travers ces expériences? Mais en fait, je me pose souvent la question, mais je sais pas si j'arrive à répondre. Ce qui est sûr, c'est que je cherchais je pense un paradis, un autre monde qui m'allait. Je l'ai trouvé au début, parce que la drogue c'est très euphorique, on voit les choses différemment, donc on bascule vraiment dans un autre monde. Et en fait, le problème de la drogue, c'est qu'à force d'en prendre, ce monde qui était merveilleux devient fade. On devient paranoïaque, plus rien nous fait rire. Et en fait, ça devient un enfer, la drogue. Donc je sais pas pourquoi. Si, je pense que c'était une quête de liberté que j'ai trouvée. Mais au bout de 2 ans de défonce, ouais, bien 2 ans, ça fait l'effet contraire. En fait, je me suis trouvée prisonnier de cette drogue et malheureuse. Donc je me suis dit, oulala, je me suis trompée. C'est pas la bonne route pour la liberté. Vous arrivez un peu au bout de vos expériences Ouais. spirituelles et toxicomanes, vous n'avez pas reçu les réponses souhaitées. Non. Et qu'est-ce qui va faire tout d'un coup que vous allez finalement arrêter et vous diriger vers une quête plus artistique? J'aimais beaucoup la musique, ça c'est une chose, donc j'avais oublié tout ce milieu artistique. Et quand on est rentré à Londres, j'ai relevé la tête et je me suis vue dans la glace. Et je me suis dit, oulala, là ça va pas du tout, tu n'es plus Marie Pervenche. C'est-à-dire que je me suis pas reconnue. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et j'avais le souvenir aussi d'une phrase de mon frère qui m'avait dit, ah Marie, c'est bizarre, avant tu étais une fille hyper joyeuse, gaie, et là tu n'es plus ça, tu ne souris plus. En fait, j'ai eu cette phrase qui m'est remontée, et je me suis dit, bon, allez, hop, je rentre à la maison, je me ressaisis, et j'arrête la drogue, je refais une nouvelle vie. J'arrête. D'accord. Après avoir définitivement arrêté la drogue. Alors ça n'a pas été définitif d'un D'accord. coup, mais bon, un choix quand même assez catégorique, mais j'ai continué un peu encore, parce que on n'arrête pas quoi. Enfin, je sais pas, moi je n'ai pas arrêté comme ça la drogue. D'accord. On comprend qu'en fait, c'est la formation musicale que vous avez reçue enfant qui vous incite à vous diriger vers une quête artistique, vers... En fait, exactement, ça veut dire qu'en fait, je me suis raccrochée à la musique. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce qui me reste? Les études, j'avais juste mon bac et je ne voulais pas faire d'études, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Ben, en fait, la musique, j'aimais ça, donc je faisais du hautbois et je me suis raccrochée à cette idée d'être musicienne. Donc j'ai été dans une école de théâtre, recommencer en fait à jouer du hautbois. Là, vous veniez de nous parler d'une école de théâtre, c'est intéressant. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'était que cette école de théâtre? Est-ce que vous avez joué? Vous avez appris à jouer? Alors, l'école de théâtre, c'était très particulier. Donc, c'était une école pendant 1 an où on était en immersion totale, à internat, avec une troupe. On était 12. Il y avait d'ailleurs un mec très beau. Et je crois que c'est pour ça que j'y suis rentrée. C'est quand je l'ai vu au bord de l'air, j'ai dit waouh, passer 1 an avec ce mec-là, quand même, ça va être intéressant. Bon, ça c'est pour la petite parenthèse. Et à cette époque-là, j'avais quand même les cheveux rasés. Je sortais donc de Londres et d'Inde, donc j'étais quand même encore bien défoncée. Et j'avais emmené avec moi une copine, parce que cette école de théâtre, je trouvais ça intéressant pour ma copine, parce qu'on était avec elle avec qui j'étais partie en Inde.
Donc ces portes ouvertes, on arrivait défoncés, la veille avait pris des acides, donc on arrivait dans un état décalqué, on s'est retrouvés sur scène. Et moi j'ai eu un souvenir, je n'avais rien fait, mais par contre j'avais vu un gars qui était magnifique, il sautait partout, il improvisait. Et j'étais un peu fascinée par cette personne. Je me dis, ouais, quand même, il était lumineux. Et en partant, j'ai ma copine Hello, je lui dis alors, ça t'a plu et tout. Elle m'a dit non, moi ça me dit pas trop. Et elle m'a dit, et toi? Et moi je me suis dit, ouais, c'est quand même pas mal, mais surtout j'ai quand même passé un an avec un BG. Désolée. Ok, on a compris l'histoire du petit copain, enfin, le futur petit, j'en sais rien. En tout cas, la question par rapport à plus précise pour nous les auditeurs, qui nous intéresse, c'est de savoir ce que, à l'issue de cette tournée, vous avez fait une tournée théâtre, qu'est-ce que vous avez découvert de particulier au niveau artistique? Bon alors, je vais être assez honnête, j'étais très très mauvaise. Ils se sont arrachés les cheveux, et ils disaient de faire des choses, apprendre des textes, tout ça, et sur scène, j'étais complètement démunie. Et donc j'étais plantée là en plein milieu, et je ne faisais rien, parce que je ne pouvais rien faire. Alors figée, mais en fait très présente. Avec mes gros yeux ronds, il ne se passait rien, et souvent je me suis fait engueuler en disant, écoute, tu te fous de notre gueule, fais au moins quelque chose. Ils pensaient que je me foutais de leur gueule, ce qui n'était pas du tout le cas. J'avais aussi un certain plaisir en fait à être sur scène, à regarder ces gens et ne dire rien, ça les mettait mal à l'aise. Il y avait une sorte de malaise qui se dégageait. Et donc pendant ces tournées de théâtre, ils m'ont donné un rôle où je n'avais rien à dire. Pas de texte. J'étais Zimmerl, c'était l'employé qui amenait l'échelle pour changer les ampoules. Donc vous découvriez une capacité jubilatoire Un peu, ouais. à créer un malaise libératoire chez le spectateur. Mais j'ai toujours aimé un peu mettre un peu un malaise, même à l'école, j'aimais bien dire des choses pour mettre les gens un peu mal à l'aise, toujours un peu provoque. Mais là c'est vrai que j'ai trouvé sur scène, en ne faisant strictement rien, j'ai bien aimé, c'est vrai. Est-ce que ce malaise jubilatoire ou libératoire, enfin ce plaisir jubilatoire chez vous, mais libératoire chez le spectateur, c'est ce qui est à l'origine de un peu de votre travail performatif? C'est-à-dire que, est-ce que vous n'avez pas voulu, je ne sais pas, j'essaie de me mettre à votre place, étendre cette expérience de la scène à la vie quotidienne un peu? Si, je pense que c'est un point de départ. Mais en fait, j'en ai pas eu conscience tout de suite, puisque je me suis mis quand même à la performance assez tard. Voilà, ce que j'avais remarqué, c'est que j'aimais pas la scène où on me disait ce qu'il fallait que je fasse. Mais par contre, la scène où j'étais là, j'étais juste là, me plaisait beaucoup. Et je pense que oui, c'est un point de départ à la performance. C'est-à-dire utiliser un réel et une présence. Les éléments de la scène scénique sont des éléments qu'on dispose, prévus pour la scène. Comment est-ce que vous considérez les éléments du réel, du coup Mais justement, les éléments de la scène qu'on dispose me gênent parce que pour moi, c'est faux. En fait, je n'arrive pas à être juste et honnête sur une scène parce que tout est faux. Et en fait, dès que je suis dans le réel, comme il y a une justesse du lieu, eh ben, je suis ce que je suis. C'est pour ça que j'utilise le réel, parce qu'à chaque fois que je fais mes performances, je suis dans un réel qui est vrai pour moi. Et donc, je peux faire mes performances où je suis totalement à l'aise, parce que c'est la vraie vie. Alors là, on parle des objets, mais j'imagine qu'il en va de même des personnes, en fait, des acteurs de la vie. Ouais, c'est pareil. Donc, en fait, j'utilise le réel comme une scène de décor. Donc, les gens qui passent, qui vont me toucher, etc. Pour moi, c'est là où est ma scène. Ça peut être aussi dans un lac avec les bruits, les petits oiseaux, etc. Là, je suis très à l'aise parce que pour moi, il n'y a rien de faux. D'accord, parce que enfin, dans l'élément scénique, on a un cadre et on a un attendu. Même si c'est de l'improvisation, il y a quand même un cadre. Donc là, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre, c'est-à-dire que du réel peut surgir des formes inattendues, des moments... Mais en fait, c'est ce que j'aime aussi dans la performance, c'est ce côté inattendu. Moi, chaque fois que je fais une performance, je n'ai jamais prévu. En fait, dans ma tête, je visualise ma performance, et dès qu'arrive la performance, ça n'a rien à voir. Donc je sais ce que je dois faire, mais il arrive toujours quelque chose imprévisible qui est énorme.
Mais, enfin, quel est l'intérêt de cette imprévisibilité? Je sais pas. Pour moi, c'est jouissif, mais je ne sais pas quel est l'intérêt. Je ne peux pas répondre à la question. D'accord. Je ne sais pas. Des possibilités nouvelles? Bah oui, en fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça donne une ouverture sur autre chose que je n'avais pas prévu. C'est ça, en fait, que j'aime. C'est-à-dire que j'avais calé ma performance comme ça, et paf, il va se passer une chose que je n'avais pas prévue, et du coup, cette performance que j'avais visualisée et je voulais qu'elle donne ça, elle va vers autre chose que je n'avais pas attendu, et donc une nouvelle ouverture. On sait que vous avez réalisé votre première performance officielle, visible, un peu médiatisée en 2021. Donc la question qui se pose, c'est que 1999 à 2021, comment travaillez-vous votre art? Le travaillez-vous? Je pense que je travaillais, mais en fait j'étais dans la musique jusqu'en 2016. Et en plus, j'ai travaillé dans l'atelier d'Arnaud Ruiz jusqu'en 2016. Donc j'étais toujours dans l'art, mais c'était pas mon art en fait. J'avais pas trouvé mon art. Je travaillais dans l'art, je dirais. Musique, peinture, etc. Et en 2016, j'ai essayé l'écriture aussi, mais c'était complètement foiré. En 2016, je me suis dit, ben, moi aussi, j'ai envie de faire mon art. Et donc, j'ai commencé à faire de la peinture. D'accord. Okay. Donc, c'est là où vous commencez la peinture et vous arrivez à la performance. On parlera peut-être un peu plus tard de votre travail stratégique, de comment vous développez vos œuvres. Là, pour cette petite biographie, introduction biographique, est-ce qu'on pourrait revenir à cette première performance que vous avez réalisée à Paris, enfin, je veux dire, médiatisée dont on parle? Vous avez fait un peu avant, mais là. Vous voulez que je vous raconte un peu comment ça s'est passé en fait à la Ferrière juste, Oui, c'était la Ferrière, juste un peu expliquer, peut-être commencer. Comment ça s'est passé Peut-être commencer par expliquer cette première performance vraiment. Pas l'avant, mais juste le moment où j'ai fait ma performance. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, juste pour finaliser ce petit parcours biographique. En fait, mon but c'était donc d'arriver à la Ferrière. Ma performance n'était pas prévue. Et mon défi c'était d'arriver dans ce lieu, donc la Ferrière, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Hein. Pour y accéder en tant qu'artiste, c'est impossible. À moins de. Voilà, les places sont à 10 000 €. Donc pour les artistes, c'est impossible d'y accéder. Donc moi, c'était ma performance, je m'en balance. Donc je voulais montrer qu'en tant qu'artiste, ben, bien sûr, on peut être présent. En fait, j'avais ma tenue de performeuse sur moi avec un manteau. J'avais pas encore mis ma cagoule, etc. Et mon Covid, etc. Donc c'est quand même très surveillé les entrées. Et on rentre très facilement, assez facilement. Pourtant, j'avais le strapontin, les bananes, les appareils photo, etc. Mais on ne saurait pas tant que ça. Et je ne connaissais pas le lieu parce que je ne suis pas de Paris. Et donc on commence à traverser les allées en disant bon, bah, est-ce que je vais la faire, est-ce que je ne vais pas la faire. Il fallait que j'aille aux toilettes, parce qu'évidemment d'aller aux toilettes juste avant de faire ma performance, parce qu'il fallait que je reste après sur un tabouret pendant 20 minutes. Bon, bah. Donc toute une partie d'installation, et à un moment donné je dis bon allez, ça suffit, je la fais ici et c'est parti. Donc là, au moment où j'ai décidé, c'est parti, je pose mon strapontin, j'enlève mes habits, je mets ma combi, je mets ma cagoule, je mets mon foulard, je me mets debout, je prends dans une assiette la banane et de l'autre la pomme, et je tiens comme ça le plus longtemps possible. Et je la fais. Et là, j'adore. Parce que bon, j'entends ce qui se passe, parce qu'en fait j'avais quand même un bandeau sur les yeux, donc j'entends ce qui se passe et j'entends des gens, mais il y en a qui se posent des questions, est-ce qu'elle est en vrai, est-ce que c'est une statue, parce que je suis quand même dans un milieu d'art. Il y en a qui disent mais oui, mais c'est une performance, les gens pensent que c'est prévu, etc. Je ne suis pas dégagée. Très étonnant. Donc voilà, c'est normal, il y a une artiste qui est là. Et je tiens 20 minutes, puis je finis ma performance, donc la pomme tombe, la banane, je marche à quatre pattes, je m'assois, et là, la surprise de la performance, c'est que quand je fais tomber ma banane et ma pomme, il y a des agents de ménage qui circulent pour voir si c'est bien propre, et il se trouve qu'ils tombent sur ma banane et ma pomme. Donc je le vois, il se baisse, il ramasse, il me regarde, et il voit bien que c'est moi qui l'ai fait tomber, donc il me les tend en me disant mais c'est à vous, je fais oui, merci.
Et donc il me redonne ma banane et ma pomme pour que je puisse la manger. Bah, ça, j'ai trouvé ça excellent, cette fin de performance que je n'avais pas prévue. Intéressant. Donc oui, ça vous sort plein de possibilités. La personne qui est en dehors du système, sur laquelle le système repose, c'était pas votre but, mais c'est un peu une dénonciation du système entre guillemets. On comprend que la personne complètement à côté du système voit une pauvre fille sur une chaise et elle a perdu ses aliments. Voilà. C'est assez Gentiment, me les redonne. C'est assez intéressant. Ouais, c'est intéressant. Vous avez fait d'autres performances après, à partir de celle-là, sur Paris. Peut-être que pour un début de biographie, on pourrait s'arrêter là. Et là, la semaine prochaine, ouvrir sur votre procédé. Bah, merci. Voilà, merci à vous. Nous remercions les auditeurs pour cette écoute. దృష్టి తనకు తగలకుండా నువ్వే చూడాలి వల్లంగి పిట్ట మెల్లగా రమ్మంట మా మంచి పాట సింహాద్రి పాట మనసారా వినమంట తను తీయని పాటే అమ్మ పాడే లాలి.